Bonjour, ravi de vous retrouver, merci pour votre fidélité. Cette nouvelle émission est placée sous le signe de la Lune, elle s'intitule tout naturellement Jardiner avec la Lune. Bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, justement, la séquence plantes vedettes vous permettra de faire connaissance avec des plantes utiles. Nous vous révélerons ensuite les trucs et les astuces pour bien aménager un massif fleuri. Puis nous prendrons le chemin du poulailler pour y découvrir des œufs colorés. Et enfin, la séquence jardinage s'intitulera quant à elle « Jardiner avec la Lune ». La nature et le jardin peuvent être source de bien-être. C'est d'ailleurs le thème du dossier du Rustica de cette semaine. Dans ce dossier, justement, vous allez découvrir 1001 façons de rester en forme et de prendre soin de vous, mais aussi des solutions pour booster vos défenses naturelles et échapper au stress ambiant. Alors bien entendu, cela passe par un mode de vie sain et équilibré, des techniques de relaxation et pourquoi pas des plantes et leurs bienfaits. Le Conservatoire national des plantes de Milly-la-Forêt préserve et collectionne des espèces utiles. Sur place, l'usage des plantes est révélé par des techniciens, à l'image de Morgane Souche qui va vous livrer quelques petits secrets d'herboriste. Des plantes utilitaires oubliées. Ces végétaux pleins de vertus disparaissent peu à peu de notre quotidien, remplacés par des produits industriels. Le Conservatoire de Milly-la-Forêt les protège et les fait revivre auprès du public. Morgane Souche anime des ateliers pour redécouvrir ces plantes. Ça peut être donc les plantes qui vont servir à faire du parfum, des médicaments, des plantes colorantes et tinctoriales pour teindre par exemple du tissu. On a des carrés spécifiques avec par exemple les plantes aromatiques. Ici les plantes à l'hycoristerie. On a les plantes qui vont servir à faire des huiles, donc que ce soit des huiles végétales ou des huiles macérées. Le carré des plantes textiles également, le carré des plantes toxiques. Donc voilà, on les a répartis en fonction de leurs utilisations. Par exemple, j'ai mis à macérer des feuilles de mûrier à papier. Donc je les ai mises à macérer pendant plusieurs mois dans de l'eau de cendre de façon à les décomposer pour récupérer les fibres et ensuite en faire du papier. On peut utiliser les plantes médicinales, par contre il faut quand même bien se renseigner avant de les utiliser. Mais les utilisations peuvent être assez simples. On peut faire tout simplement une infusion de plantes. On peut faire également des huiles macérées. Alors là, vous avez par exemple le souci qui est juste ici. Donc avec le souci, on va pouvoir faire une huile macérée de souci. Donc en mettant tout simplement des fleurs de souci dans une huile végétale, on va obtenir une huile macérée que l'on pourra utiliser pour des problèmes de peau. On peut également faire des huiles macérées de pâquerette par exemple, qui elles vont être utilisées plus pour raffermir la peau. Donc, par exemple, l'échinacée, on va surtout l'utiliser en homéopathie. Elle va être utilisée pour renforcer le système immunitaire. Ces plantes utilitaires sont cultivées et multipliées. Elles sont aussi récoltées, séchées et conservées en chambre froide. C'est bien connu, le jardin est source de détente. On se libère du stress quotidien et on se vide l'esprit. Cependant, pour le jardinier amateur, il y a des étapes qui peuvent être source de questionnements, d'interrogations, voire d'inquiétudes. C'est au moment de l'aménagement du jardin et plus particulièrement de l'installation des massifs. Où les implanter, comment les organiser et surtout, quelles plantes utiliser. Alors, pas de stress, Rustica a tout prévu à la manière d'un massif modèle. Vous aimez les rosiers, vous souhaitez en installer un dans votre jardin. Sous la forme d'un plan patron, suivez mes conseils pour installer autour d'un rosier un écrin gracieux composé de graminées et de plantes vivaces. Les rosiers dont la floraison est fine et délicate méritent un écrin tout aussi gracieux. Les graminées et les plantes vivaces sont parfaites pour assurer cette fonction. Ce massif, mesurant 2 mètres sur 2, exposé au soleil et installé dans une bonne terre de jardin, possède en son centre ce rosier arbustif. La variété Pink Prosperity est particulièrement intéressante pour sa floraison remontante, c'est-à-dire qu'elle s'épanouit du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Les fleurs roses s'épanouissent en bouquets. À ses côtés, le panique est une graminée à la silhouette élancée, gracieuse et fine. Elle se couvre en juillet de fins épillets vaporeux. C'est elle qui apporte de la légèreté à notre composition. Pour habiller le premier plan de notre massif, 3 géraniums vivaces ont été plantés. Leur forme arrondie épouse parfaitement le contour sinueux de cette composition. Leurs feuilles, ici, légèrement parfumées lorsqu'on les froisse, sont rehaussées d'une floraison mauve qui s'épanouit du mois de juin jusqu'en octobre.
Plus en retrait, le géranium Blue Cloud atteint 60 cm de haut et possède une floraison extrêmement fine, couleur bleu lavande, tout aussi fine que son feuillage, qui en automne prend de très jolies couleurs flamboyantes. À ses côtés, le géranium grandiflorum, fleuri mauve avec de grandes fleurs qui s'épanouissent en juin-juillet. Il mesure 60 cm de haut et complète cette palette de camailleux de mauve et de bleu. Côté plantation, intervenez plutôt en automne en installant le rosier comme les plantes vivaces dans une terre bien ameublie et enrichie de fumier. Côté entretien, supprimez les fleurs fanées du rosier une fois qu'elles ont défleuri et coupez les 2/3 du rameau au mois de mars. Pour les géraniums, attendez que le feuillage soit complètement sec pour couper les tiges au ras des souches. Quant à la graminée ici, profitez de son feuillage roux pendant tout l'hiver, vous ne la couperez qu'au printemps suivant. Retrouvez d'autres plants patrons de massifs sur le site rustica.fr. Ils vous apporteront tous les renseignements et les conseils pour réussir vos compositions d'arbustes, de massifs et de rosiers. L'intérêt pour les poules ne se dément pas. Voici quelques années maintenant que les gallinacées sont les compagnes préférées des jardiniers. Elles sont utiles pour désherber les massifs et participent au recyclage des déchets ménagers, au point que certaines collectivités ont offert à leurs administrés des poules pour réduire les quantités de déchets à collecter. Mais n'oublions pas que les poules pondent des œufs, c'est aussi pour cela que nous les apprécions, des œufs qui ne sont pas toujours de la même couleur, comme en témoigne notre reportage à la ferme de Canon en Normandie. Bleu, vert, marron, blanc, on trouve des œufs de toutes les couleurs à la ferme de Canon en Normandie. Hervé de Mézerac, exploitant en agriculture biologique, fait découvrir ses œufs aux visiteurs. Chaque poule a une couleur différente de plumes et une forme différente et du coup fait des œufs de couleurs différentes et de formes différentes. On a des œufs marrons foncés, c'est les œufs de Marance. La poule de crève-cœur, on a fait des œufs vraiment blancs. On a essayé de sélectionner des poules araucana qui viennent du Chili. Donc ces poules-là font des œufs verts. Mais comme tout le monde est un peu mélangé dans la ferme, on a des œufs verts, on a des œufs bleus, on a des œufs kaki. Parce que les œufs kaki, ça doit être croisé d'araucana et de Marance. Il y a des petits œufs parce qu'il y a des petites jacottes, donc elles font des petits œufs. Il y a des très gros œufs, c'est les vieilles poules. Elles en font moins, mais elles font des gros œufs, ce qui est sympa. Il y a des gens qui aiment bien avoir deux jaunes dans l'assiette. Il y a les œufs d'oie aussi, ça fait des gros œufs. Il y a les œufs de canne qui sont des œufs vert d'eau. L'avantage de ces œufs, c'est qu'il n'y a pas seulement la couleur de la coquille qui diffère, mais il y a aussi l'intérieur. Tous les œufs de nos poules, ils ont des jaunes orangés parce qu'on les voit, hein, ça fouille un petit peu partout, ça mange énormément d'herbes. C'est une de leurs bases d'alimentation. Donc nos œufs sont très riches en oméga 3 et ça mange des petits vers de terre parce que la poule n'est pas herbivore, elle est omnivore. Les poules araucana ont la réputation de faire des œufs moins gras. Donc les gens qui font un peu de cholestérol recherchent plutôt des œufs verts parce que c'est moins gras. Donc c'est meilleur pour la santé. Les œufs de Marance sont réputés pour avoir une coquille assez dure. La solidité de la coquille et de l'épaisseur, ça dépend aussi du calcium qu'elles vont trouver dans le sol. S'il y a du sable, des petits cailloux, elles mangeront ça, et ce qui fait que ça fera une coquille plus dure. Contrairement aux oies qui ne pondent que des œufs fécondés au printemps, les poules en produisent tous les jours. Depuis toujours, la Lune et ses effets, bénéfiques ou non, fascinent les hommes. Les jardiniers ne sont pas en reste puisque bon nombre d'entre eux considèrent que la Lune a des effets positifs sur la croissance des végétaux. Par conséquent, ils tiennent compte de sa position et de son état pour entreprendre les travaux de jardinage. Pour cela, il faut se référer au calendrier lunaire, un calendrier lunaire qui, curieusement, préconise de ne pas jardiner à certaines périodes. Pour bien comprendre les raisons de cette recommandation, retrouvons les explications d'Hubert Fontaine. Si vous avez pour habitude de jardiner avec la Lune, que vous utilisez un calendrier lunaire, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait des jours où vous ne devez pas jardiner. Pendant sa course autour de la Terre, la Lune décrit une ellipse. Au moment où elle est la plus proche de la Terre, il s'agit du périgée, et au moment où elle est la plus éloignée de la Terre, il s'agit de l'apogée. Pendant les deux périodes, pendant les deux périgées ou les deux apogées, il se passe 27 jours, un petit peu plus de 27 jours et demi. On va passer tout de suite au périgée. Le périgée, c'est lorsque la Lune est la plus proche de la Terre. Il y a une attraction assez forte auprès des plantes. On ne jardine pas, car les semis filent, s'étiolent et risquent de monter à fleurs, puis à graines prématurément sans avoir le temps de grossir et de se gorger de vitamines. La Lune est distante alors de 365 500 km de la Terre.
Après le périgée, où la Lune est la plus proche de la Terre, la Lune va s'écarter, toujours sous cette forme d'ellipse, pour en arriver au point culminant. Entre la Terre et la Lune, à ce moment-là, on est séparé de 406 700 km. C'est une période où on ne jardine pas. Et on ne jardine pas car les semis lèvent mal, les greffes démarrent difficilement, les repiquages et plantations ont des reprises beaucoup plus compliquées. En règle générale, les végétaux sont plus vulnérables aux maladies. Eh bien, c'est le bon moment pour faire un petit rangement dans toutes ces graines. Autre période où il est déconseillé de jardiner, c'est pendant la période des nœuds lunaires. Il y en a 2 par mois. C'est le moment où la Lune va passer entre le Soleil et la Terre. Pendant cette période, il est déconseillé de jardiner puisque les végétaux risquent d'être perturbés et d'avoir des malformations. Si vous avez pour habitude d'utiliser un calendrier lunaire pour jardiner et qu'on vous demande de semer vos carottes ou de repiquer vos salades et que le temps n'y est pas, à ce moment-là, le bon sens veut qu'on ne jardine pas. Bien luné en 2016, vous le serez, votre jardin, vos légumes et vos fruits aussi, grâce au dossier du Rustica de cette semaine qui détaille tous les principes pour bien jardiner avec la Lune. Comprendre les phénomènes de lune montante et descendante, découvrir les constellations favorables aux racines, aux fruits, aux feuilles, savoir à quel moment semer, planter, tailler ou récolter, tout en bénéficiant des effets positifs de la Lune, tout est expliqué dans ce dossier spécial Lune 2016. Et pour vous accompagner au quotidien, Rustica vous propose le carnet pratique jardiner avec la Lune. Un carnet qui vous accompagnera avec son calendrier lunaire tout au long de l'année, au fil des semaines et des mois, dans vos travaux de jardinage. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour y effectuer les travaux de saison comme la taille, l'ameublissement et la fertilisation du sol. Ne vous pressez pas, attendez qu'il ne pleuve plus et retrouvez-nous pour la prochaine émission de Rustica Mag. Ce sera le 3e numéro de l'année. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Bonjour, pour ce 40e numéro de Rustica Mag, l'hiver qui, il faut bien le dire, s'est fait un petit peu attendre. Et là, c'est donc le moment de tailler vos arbres et vos arbustes. Alors, bienvenue dans l'univers Rustica. Voyons sans tarder le sommaire de cette nouvelle émission. Dans la séquence jardinage, vous apprendrez à tailler un rosier grimpant. Vous découvrirez ensuite une rose d'exception, à la fois élégante et robuste. La séquence aménagement vous révélera comment réaliser un escalier et nous vous livrerons les secrets pour bien organiser dès ce printemps votre potager. Et là, c'est notre séquence découverte. En hiver, les végétaux sommeillent et les rameaux sont au repos, alors que l'on soit au verger ou au jardin d'agrément, c'est le moment d'effectuer les tailles et les rosiers ne dérogent pas à la règle. Alors pour vous accompagner dans cette opération, rendez-vous dans le Rustica de la semaine prochaine, dont le dossier est consacré à la taille des rosiers, car il faut bien le reconnaître, on est souvent un petit peu désemparé lorsque, sécateur à la main, on se retrouve face à ces rosiers. De quel type de rosier s'agit-il? La taille est-elle identique pour des rosiers non remontants ou remontants, des rosiers grimpants, buissons, botaniques ou des variétés anciennes? Les réponses, les techniques et les conseils sont rassemblés dans ce numéro. Mais tout de suite, prenons une première leçon de taille avec notre expert Hubert Fontaine qui va vous expliquer comment tailler un rosier remontant. Un rosier remontant, qu'il soit à petite ou à grande fleur, fleurit sur le bois de l'année, à partir du mois de mai jusqu'au gelé. L'intérêt de la taille, c'est de le rabattre et de favoriser de nouveaux rameaux beaucoup plus florifères. Si on laissait notre rosier en état, on s'aperçoit que les bourgeons terminaux, puisque la sève va toujours sur la dernière branche, c'est un rosier qui prendrait de l'ampleur, mais qui se dégarnirait de la base. Nous allons le tailler beaucoup plus sévèrement. Alors pour ça, on va observer notre rosier. On va essayer de l'évaser. On a des branches qui sont à la base, alors les bourgeons, on les voit à peine à la sortie de l'hiver. Nous allons tailler quelques branches à l'intérieur
Toujours pour bien les vaser, je profite de cette taille pour retirer le bois mort. Nous allons conserver entre 3 et 5 branches. Ici, nous avons un rosier buisson déjà bien démarré. En pleine pot, on va lui laisser 5 branches. Maintenant, on va rabattre les rameaux à 3 yeux. Et je fais une taille nette. Et ainsi de suite. Je regarde, je compte 1, 2, 3 et je taille en biseau. Ici, nous avons affaire à une branche qui est plutôt chétive, malingre. Je la coupe à la base. Donc là, le bourgeon est beaucoup plus bas. Donc il va y avoir une différence entre cette branche où le bourgeon est sur l'extrémité ici. Donc c'est celui-ci. J'ai choisi de le rabattre à ce niveau. Remarquez que je taille toujours en biseau de façon que la gouttelette d'eau ne coule jamais derrière le bourgeon terminal. Restons dans l'univers de la rose, car si l'hiver se prête à la taille de cet arbuste, c'est aussi à cette époque que vous allez choisir les nouvelles variétés qui seront plantées dès le printemps prochain dans votre jardin. Chaque année, de nombreuses variétés font leur apparition dans les catalogues des roséristes avec, pour chacune d'entre elles, de nombreux atouts et attraits. Actuellement, les obtenteurs de roses orientent leurs recherches vers des rosiers naturellement résistants aux maladies. C'est le cas des pépinières et roseraies Georges Delbar, dont la rose de Molinard ne nécessite aucun traitement. Le portrait de cette rose élégante et raffinée dressé par Arnaud Delbar, qui bien entendu l'a plantée dans son jardin personnel à Malicorne. Le feuillage est vraiment très vernissé. Nous sommes au mois de septembre, il n'y a pas de maladie, alors que c'est à ce moment-là qu'on voit le plus les maladies telles que la tache noire ou la rouille. On n'a pas d'oïdium, donc on a un rosier qui est très résistant et qui ne nécessite vraiment aucun traitement. Et puis en plus, donc ça c'est l'aspect agronomique, mais on a tout un aspect aussi très intéressant qui est la forme de cette fleur qui est en coupe, très à la mode, je dirais un petit peu les fleurs anciennes, les fleurs de nos grands-parents, avec un parfum envoûtant. On va sentir bien sûr des notes de rose, mais on va sentir des notes de poire, de pomme, il y a de la mangue, il y a un petit peu d'agrumes, quelques fruits exotiques. Donc un parfum très complexe, mais très enivrant. Là, il n'y a pas un rosier, il y a 2 rosiers, hein, donc c'est pour ça qu'il est aussi imposant. On peut dire que c'est un rosier vigoureux, très florifère. Il va remonter, on est au mois de septembre, donc là on est dans la 3e, voire la 4e floraison de ce rosier depuis le début mai. C'est un rosier qui peut être mené de 2 manières différentes. Soit en rosier buisson comme on l'a ici, de forme libre, où il va monter jusqu'à 1,80 m. Alors après, là on est dans un sol très riche, donc on lui a donné, il a beaucoup de vigueur. Il serait dans un sol peut-être un petit peu plus pauvre, ou avec un amendement un petit peu moins fort, eh bien, il ferait peut-être, vous voyez, 1,50 m, 1,60 m. Ou alors, eh bien, aussi, on pourrait éventuellement le mener en forme palissée pour en faire un petit grimpant le long d'un mur, hein, jusqu'à 2,50 m maximum. Il faut lui apporter un arrosage régulier et lui apporter de l'engrais organique en fin d'hiver, au mois de mars, et après chaque floraison. Donc 2 ou 3 fois pendant la saison estivale, et c'est tout. Le rosier en général a besoin de soleil, donc ce n'est pas une plante d'ombre, d'accord, donc on ne va pas le planter sous un arbre. Il a besoin d'au moins une demi-journée de soleil. On doit avoir à peu près 40 à 60 pétales qui s'ouvrent en coupe. Les pétales vont tomber naturellement et puis on viendra de temps en temps couper les fleurs fanées pour, simplement pour essayer de faire remonter le rosier un petit peu plus vite. En hiver, l'entretien des végétaux se limite au strict minimum, ce qui laisse du temps libre aux jardiniers pour réaliser des travaux d'aménagement du jardin. Parmi ces travaux, il y a la réalisation de petits ouvrages qui permettent de franchir un talus ou bien de relier 2 parties d'un jardin dont les niveaux ne sont pas identiques, ce sont les escaliers. Alors comment réaliser un escalier en récupérant des bordures de trottoir ou tout simplement des blocs de pierre? Pour répondre de manière très concrète et précise à cette question, suivez nos conseils réunis sous la forme d'un pas à pas. Commencez par façonner des paliers à flanc de talus avec une bêche. Débutez par la base du versant, puis remontez afin que s'esquisse progressivement le profil des marches du futur escalier.
Installez la première marche au bas de l'escalier en vous aidant d'une personne car le bloc rocheux est volumineux et lourd. Déposez-le sur une semelle de béton de quelques centimètres au préalablement appliqué sur le sol. Comblez le vide existant au dos de la première marche avec du béton et déposez une couche de ce même béton sur l'aplat de la marche suivante creusée dans le talus. Placez la seconde marche en partie à cheval sur la première et sur la semelle de béton. Ajustez sa position en veillant à ce qu'elle soit bien d'aplomb et en vous aidant d'un niveau à haut. Poursuivre la réalisation de l'ouvrage jusqu'au sommet du talus à franchir. Votre escalier de jardin sera confortable à utiliser si vous respectez la fameuse formule de Blondel, à savoir 2 hauteurs de marche ou girons plus une foulée doivent être égales à 65 cm environ. Retenez bien cette formule qui, adaptée à tous vos escaliers, vous permettra de les franchir de manière confortable et en toute sécurité. Ce printemps, vous avez peut-être le projet d'installer dans votre jardin un potager pour y cultiver et y récolter vos propres légumes. Il va donc falloir songer à son agencement. Pour cela, nous nous sommes rendus au potager du château de Saint-Jean-de-Beauregard dans l'Essonne pour découvrir et comprendre l'organisation d'un potager traditionnel. Petit ou grand, comme ici, au potager historique du domaine de Saint-Jean-de-Beauregard dans l'Essonne, l'organisation d'un potager est toujours sensiblement la même. Plusieurs éléments y trouvent leur place, leur fonction et leur utilité. Petit tour d'horizon des différents composants d'un potager. Le potager peut être clos de murs ou de haies. Ces parois protègent les légumes des vents dominants et des courants d'air. De plus, la présence d'un mur orienté au sud emmagasine la chaleur, crée un microclimat chaud et permet de cultiver des espèces frileuses comme le kiwi. L'essentiel de la surface du potager est consacré à la culture des légumes. De forme carrée ou rectangulaire, beaucoup plus rationnelle à cultiver, les parcelles accueillent des jeunes plants disposés en ligne, des rangs de légumes plus matures et prêts à être récoltés, ou des plates-bandes déjà entamées par des cueillettes successives. La répartition des parcelles et les légumes qui y sont cultivés ne sont pas le fruit du hasard. En effet, on ne plante jamais le même légume 2 années de suite au même endroit. Il faut respecter la rotation de culture et laisser la terre se reposer tous les 3 ans en semant un engrais vert, comme par exemple de la moutarde ou du trèfle. Chaque parcelle peut être délimitée par une bordure de fleurs ou un rang d'arbres fruitiers conduit en espalier et donc très étroit et peu gênant pour les légumes. Pour accéder au carré de culture, de larges allées gravillonnées permettent de circuler confortablement par tous les temps. En périphérie du potager se trouvent quelques équipements comme un point d'eau, une serre, des plates-bandes de fleurs, d'aromates ou des arbres fruitiers. Un bassin tout d'abord permet de stocker l'eau et facilite l'approvisionnement occasionnel d'arrosoirs sans puiser d'eau dans le réseau. Mais l'eau collectée est aussi à température ambiante et donc très utile pour assurer l'arrosage des jeunes cultures sensibles au choc thermique lorsqu'elles sont arrosées avec l'eau du robinet. La serre et sa structure en verre créent un microclimat chaud propice aux semis et aux jeunes plants dans les premières semaines de culture. Mais elle peut aussi abriter des espèces frileuses comme la vigne et les protéger des aléas climatiques. Selon l'importance du potager, la serre peut être remplacée par une structure plus légère et mobile, le tunnel en plastique. Enfin, le potager, dont le nom signifie à l'origine un lieu réunissant les légumes entrant dans la composition du potage, peut aussi accueillir des plantes aromatiques, des arbres fruitiers et des fleurs utiles pour agrémenter les lieux et fournir la maison en bouquets de fleurs fraîches. Alors bien sûr, la plupart des potagers ne bénéficient pas d'une surface et d'un cadre aussi exceptionnels qu'ici au potager de Saint-Jean-de-Beauregard, mais les principes d'aménagement restent les mêmes. Carrés de culture, bassins, serres, arbres fruitiers en espalier et massifs de plantes fleuries. Il suffit tout simplement d'adapter leur quantité et leur surface aux dimensions de votre potager. Quelles que soient ces dimensions, le but d'un potager est de produire des légumes et surtout d'en connaître la provenance. Alors pour atteindre cet objectif, il faut bien entendu les cultiver de manière 100% naturelle. Le dossier du Rustica de la semaine prochaine va vous y aider. Vous y trouverez en effet toutes les clés pour réussir un potager 100% naturel. Alors pour cela, quelques principes y sont développés comme des méthodes de culture respectueuses des micro-organismes qui vivent dans le sol, en passant par les gestes les plus appropriés pour travailler la terre, l'amender, la fertiliser et l'entretenir.
Sans oublier les variétés naturellement résistantes aux parasites et aux maladies qui vous épargneront bien des traitements et qui vous garantiront des récoltes belles et saines. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin, car l'heure est à la taille des rosiers, il n'y a pas de temps à perdre, tout doit être terminé d'ici la fin du mois de mars. Mais d'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Depuis le début de l'année, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Rustica Mag, le magazine TV de Rustica. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, je vous propose de découvrir dans la séquence animaux l'une des plus grosses gallinacées de la basse-cour, le dindon. Nous prendrons ensuite de la hauteur en milieu urbain pour savoir comment agencer une terrasse. La séquence aménagement est quant à elle consacrée à la réalisation d'un potager au carré, c'est l'une des grandes tendances de ce printemps. Et enfin, nous verrons comment préparer le sol avant les semis et les plantations de légumes. Nous sommes là, et vous l'aurez reconnu, dans la séquence jardinage. Mais voyons tout de suite la une du Rustica de cette semaine. Elle fait la part belle à nos compagnons à plumes, ceux de la basse-cour. Dans le dossier de ce numéro, la rédaction de Rustica célèbre le retour du petit élevage domestique et passe en revue un certain nombre de volailles et autres volatiles de la ferme. Vous y découvrirez le portrait, les caractéristiques de diverses poules, des poules pondeuses aux poules miniatures, mais aussi des canards, des oies, des pigeons, des pintades et des dindons. Alors si ces derniers ont pratiquement disparu du poulailler familial, il n'en reste pas moins que ces gallinacées sont attachantes et surtout étonnantes par leur dimension, leur silhouette et leur plumage. Le portrait du dindon est dressé par Hervé de Mézrac, éleveur à la ferme pédagogique de Canon dans le Calvados. Coq ou poule d'Inde, c'est le nom donné au dindon découvert par les colons espagnols en Amérique. Cette volaille, vite implantée en Europe au XVIe siècle, a presque disparu des basses-cours. Hervé de Mézrac a sélectionné quelques races pour sa ferme pédagogique bio en Normandie. Là, c'est un dindon d'Amérique. Donc forcément, ça vit en liberté aux États-Unis. Ça vole pas très haut et pas très loin, mais ça fait des vols, ça peut faire des vols de 200 mètres. Donc le dindon, vous avez vu, ça a la tête qui change de couleur tout le temps. Donc ça peut devenir violet, ça peut devenir rouge. Il y a son espèce de barbidule là, qui pendouille au-dessus du bec et qui peut remonter. C'est pour impressionner un peu l'ennemi. Donc c'est à la fois très laid et très beau parce que c'est quand même une tête, c'est on dirait un vrai masque de carnaval. C'est un animal incroyable et plus personne ne les connaît parce que les dindons, on ne les voit plus jamais maintenant dans les fermes. Ça a disparu parce que ça met beaucoup de temps à grossir. Et pour la chair, maintenant, c'est élevé en batterie uniquement pour les repas de Noël. Ça s'appelle un bronzé d'Amérique. Les reflets sont bronzés là-dessus. L'âge du dindon est un peu calculé par rapport à sa grosse touffe de poils, parce que c'est quand même une sorte de touffe de poils sur le plastron là devant. C'est un dindon qui a à peu près 10 ans. Donc celui-là, il est assez vieux. Et on arrive à le maintenir en vie en le nourrissant bien. Ça peut peser à peu près au moins 20 kg. Et il y a des variétés différentes. Donc il y a des dindes rouges des Ardennes qui sont un petit peu plus légères. Et puis il y a les dindes industrielles qu'on mange plutôt la viande, c'est des dindes blanches et les dindons blancs. En fait on mange de la dinde mais il y a aussi du dindon, on ne fait pas la différence entre les mâles et les femelles. Donc les deux sont mangés. Donc ça mange plutôt du maïs, du blé, des céréales. C'est la base de son alimentation. Après ça mange de l'herbe, hein, ça mange beaucoup d'herbe. Ça mange des petites feuilles, ça va manger des vers de terre s'il y en a qui passent. Pour la nuit, ils aiment bien avoir un petit abri. Comme le paon, le dindon peut faire la roue, paradant devant la femelle ou d'autres animaux. En milieu urbain, les terrasses perchées au sommet des immeubles bénéficient d'une exposition, d'une vue et d'une situation exceptionnelle, car déconnectées de la ville. Leur dimension, parfois assez importante, et les équipements comme les contenants ou le mobilier permettent de réaliser des lieux de vie qui n'ont rien à envier au traditionnel jardin implanté sur la terre ferme.
C'est le cas de la terrasse que nous allons découvrir, un lieu réunissant des espaces à vivre entrecoupés de plantations exubérantes. Posséder une terrasse au dernier étage d'un immeuble est une véritable chance, mais encore faut-il savoir l'agencer. Pour cela, on distingue deux types d'espaces. Les espaces à vivre, destinés aux usagers de la terrasse, et les espaces plantés, consacrés à la culture des végétaux. Parmi les espaces à vivre, le salon est probablement l'un des plus importants. C'est le lieu pour lequel vous allez aménager, décorer, agencer votre terrasse. C'est le lieu dans lequel vous allez vivre dehors. Alors comme ici, prévoyez de l'adosser contre de la végétation qui va vous isoler du reste de la ville, des bruits et des regards indiscrets. Pensez également au niveau de la surface à consacrer 2 mètres carrés par convive, c'est-à-dire 2 mètres carrés pour les bancs, les fauteuils, les chaises, de telle sorte que vous puissiez circuler aisément, mais aussi que vos convives se sentent parfaitement à l'aise. Autre espace, et non des moindres, le coin repas. C'est l'endroit où vous allez déjeuner et dîner en famille et entre amis. Pour cela, prévoyez une table suffisamment grande et adossez le lieu contre un mur qui vous protégera des vents dominants. Pour vous abriter du soleil, pensez au parasol, mais optez aussi pour la pergola en bois sur laquelle vous allez dérouler des canisses. Mais vous pourrez aussi palisser les lianes de plantes grimpantes comme cette vigne qui va diffuser une ombre légère. Côté astuce, il est très fréquent sur une terrasse de rencontrer des gaines techniques qu'il va falloir dissimuler. Ce fut le cas ici avec la réalisation de ce coffre en bois qui permet à la fois de ranger du matériel, mais également d'offrir une assise que l'on va agrémenter de quelques coussins confortables. Et même le plus petit des espaces sur une terrasse a son importance. Tiens, tenez, cette alcôve de verdure aurait pu accueillir un fauteuil. Eh bien, on y a installé un guéridon sur lequel sont posées quelques plantes de collection. Ah, j'oubliais, c'est pas parce que nous sommes sur une terrasse que vous n'allez pas jardiner. Alors, comme dans un jardin, il va falloir ranger les outils, le terreau, les engrais, les pots. Et pour cela, je vous conseille d'installer une petite cabane dans laquelle vous allez remiser tous vos équipements et matériels de jardinage. Pour les espaces plantés, 2 solutions s'offrent à vous. La première consiste à végétaliser la périphérie de la terrasse. Cela vous permettra de vous isoler des vis-à-vis et surtout de créer un véritable cocon de verdure. Pour la seconde possibilité, vous allez réunir les végétaux en îlots. Vous allez ainsi créer des massifs d'arbustes qui vous permettront de fractionner l'espace. Mais comme dans un jardin, ne vous isolez pas et préservez quelques belles perspectives, des échappées notamment, puisque l'attrait d'une terrasse, c'est aussi sa vue. Avant de semer et de planter les premiers légumes, il va falloir agencer le potager. Au traditionnel plate-bande rectangulaire, certains préfèrent les carrés lorsque ces derniers sont surélevés et bordés de planches en bois. C'est encore mieux et surtout, c'est dans l'air du temps. Alors pourquoi tant de succès pour le potager au carré? En premier lieu, ce procédé permet de bien délimiter les parcelles. Ensuite, le simple fait de réaliser un cadre en bois permet, une fois rempli de terreau, de cultiver des légumes absolument partout, surtout lorsque le terrain est de mauvaise qualité. Et enfin, une simple hauteur de planche de 30 cm surélève la surface de la terre pour en faciliter le travail. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent du dos. Alors si le principe du potager au carré vous tente, voici sous la forme d'un pas à pas comment le mettre en œuvre. Sur le sol, commencez par délimiter un rectangle de 1,50 m de côté. Procurez-vous des lambourdes de section carrée et coupez-les à 60 cm de longueur. Épointez-les et enfouissez-les solidement dans le sol tous les 50 cm à l'aide d'une massette. Pour chaque lambourde, laissez dépasser 15 cm hors de terre. Cette hauteur correspond à celle des planches en bois d'une longueur de 1,50 m qui, clouées sur les lambourdes, constituent la paroi du carré potager. Décapez le sol tout autour du cadre sur une largeur de 50 cm et une profondeur de 5 cm environ. Versez la terre à l'intérieur même du caisson. Additionnée de compost et enrichie de fumier, elle composera le substrat de culture de vos légumes. Recouvrez la partie creusée d'un feutre géotextile, puis étalez une couche de gravier sur 5 cm. Ce sentier gravillonné vous permettra de circuler à pied sec autour de votre carré, désormais prêt à accueillir les premiers semis et plants de légumes. On reste au potager car c'est à cette époque que l'on commence à
ameublir le sol pour effectuer les premiers semis. Alors pour cela, on va utiliser une fourche bêche ou une bêche carrément, de manière à décompacter la terre, mais aussi à enfouir la matière organique, comme le compost ou le fumier. Et puis ensuite, on va utiliser un râteau ou une griffe pour fractionner les mottes et niveler le terrain. Alors revoyons tout ça dans le détail et en images avec notre expert Hubert Fontaine. Comment bien préparer la terre de son potager pour de futures plantations? Je vais d'abord éliminer le mouron. Alors le mouron a la particularité de pouvoir fleurir et faire ses graines toute l'année. Et j'ai choisi de les retirer juste en surface avec une ratissoire à poussoir. Donc on gratte en surface, on coupe simplement le mouron, ainsi il est décollé de la terre sans pour autant retirer trop de terre. Je le ratisse soigneusement de façon à retirer le maximum de mouron sur ma terre. Donc maintenant je vais retourner ma terre, mais pour bien réaliser un bon bêchage, pour avoir la même quantité de terre d'un bout à l'autre, je vais déjà enlever une partie de ma jauge, de la terre que je vais mettre dans une brouette, et cette même terre, je la retrouverai à l'autre bout de la jauge lorsque j'aurai terminé mon bêchage. Avec ma fourche à bêcher, je pique la terre, j'en prends sur 10 ou 15 cm et je la retourne, et ainsi de suite. Il est important lorsqu'on bêche d'avoir toujours la même jauge, c'est-à-dire que si vous avez une jauge de 20 à 30 cm, il faut la conserver jusqu'au bout. On vérifie toujours bien le niveau de sa terre, elle doit être toujours bien unie. Et bien voilà, maintenant mon bêchage est terminé. Je comble la dernière jauge, ce qui correspond à la terre que j'avais retirée au départ. Et je termine mon bêchage en égalisant avec ma fourche à bêcher. La terre est maintenant retournée, elle est légèrement trop humide pour engager des semis et des plantations. Une journée de soleil suffit pour pouvoir passer un petit coup de râteau et enfin pouvoir semer et planter. Un bon jardinier doit avoir de bons outils et surtout, il doit bien savoir s'en servir. C'est la raison pour laquelle vous trouverez dans le Rustica de la semaine prochaine un dossier sur les outils au potager. Quel est l'outillage indispensable pour réussir la culture de vos légumes? Comment distinguer un outil pratique d'un outil un peu plus fantaisiste et donc un peu moins efficace? Comment les utiliser en fonction des tâches ménagères et des travaux que vous avez à effectuer? Toutes les réponses sont bien entendu dans ce numéro. Du travail du sol à l'entretien des cultures, en passant par la protection des légumes et l'arrosage, ce dossier réunit des pas à pas, des conseils d'experts et des avis de pros. Ce printemps, bien équipé, vous serez donc paré pour bien jardiner. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour poursuivre les travaux potagers en vous assurant bien entendu que la neige et le givre est fondu. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Bonjour, nous voici en mars et ce mois est traditionnellement dédié à la taille en tout genre. C'est la raison pour laquelle ce 42e numéro de Rustica Mag s'intitule « Tailler les arbustes ». Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, je vous propose non pas une mais deux séquences jardinage, dont la première est consacrée à la bonne manière de tailler l'hibiscus des jardins.
Le thème de la seconde est un petit peu plus original, mais nous restons dans le domaine de la taille, puisque nous allons découvrir comment tailler un bonsaï d'intérieur. La séquence plante vedette nous emmènera à la découverte d'un arbuste dont la floraison est spectaculaire et fascinante, le magnolia. Et enfin, nous découvrirons un moyen de lutter au printemps contre l'un des fléaux au potager comme au jardin, la limace. C'est notre séquence savoir-faire. À cette époque, il est un dicton que tous les jardiniers se plaisent à répéter, taille tôt, taille tard, mais taille en mars. Alors, nous y sommes, il n'y a plus une minute à perdre. D'ici la fin du mois, tous les arbustes d'ornement comme les arbres fruitiers auront vu de près le sécateur pour une coupe de fin d'hiver. Le magazine Rustica de cette semaine va vous y aider. En effet, le dossier de ce numéro s'est mis à l'heure du grand nettoyage de printemps. Désherbage des massifs, fertilisation des sols, inspection et remise en état des outils et bien entendu, taille des plantes grimpantes et des arbustes à floraison estivale. Alors, comment faire? Eh bien pour cela, retrouvons notre expert Hubert Fontaine pour une leçon de taille de l'hibiscus des jardins, appelée aussi Altea. L'Altea se taille en fin d'hiver dès que les gelées sont complètement terminées, à partir du mois de mars-avril même. On va d'abord observer l'Altea, ça a une forme de fuseau, on va respecter sa forme. On s'aperçoit aussi qu'il reste beaucoup de graines, on va les éliminer. Mais avant d'éliminer les branches et surtout avant de le tailler, on va observer l'arbuste s'il n'y a pas des branches mortes à l'intérieur. Ici c'est le cas, et pour ça il suffit de casser une branche. Si la branche est craquante, comme du bois sec, il s'agit d'un arbuste, d'une branche gelée ou morte, il faut absolument la supprimer. Pour se repérer, si on casse une branche, si elle ne craque pas, c'est une branche verte, donc on va pouvoir la conserver. Alors avec un coupe-souche, vous allez éliminer le bois mort à l'intérieur, ça va même permettre de l'éclaircir. Donc là on voit bien que c'est du bois mort, hein, il n'y a pas à discuter. Déjà, on s'aperçoit que notre arbuste est un petit peu éclairci à l'intérieur. C'est intéressant puisque ça va permettre aussi d'apporter de la lumière à l'intérieur. Et maintenant, on va passer à la taille. On va tailler environ à 2 ou 3 yeux. Donc, on voit les anciennes tailles de l'année dernière. Là, c'est la taille de l'année dernière. Ça, c'est la pousse de l'année précédente. 30 à 40 cm, donc c'est la pousse. Et on voit la floraison qui est sur l'extrémité. Donc, on va tailler 3 yeux. Voilà, sur toutes ces branches. On pourra même réduire à l'intérieur, toujours pour aérer son arbre, des branches. Et on continue notre taille. Alors ce qui est intéressant quand on taille un arbuste, c'est d'éliminer les branches à l'intérieur, surtout les branches qui se croisent. Là par exemple, ici, 2 branches qui font une croix, il faut en éliminer une des 2. Ça, c'est une règle générale, donc on supprime celle-ci et notre hibiscus va pouvoir repartir un petit peu plus loin. Voilà, on a terminé maintenant la taille de notre hibiscus. Sachez une chose, que si vous laissiez les graines sur vos arbustes, eh bien vous auriez des hibiscus qui pousseraient un petit peu partout dans vos massifs. Dans le monde des bonsaïs, ces arbres miniaturisés, la taille a pour objectif de limiter la croissance des végétaux afin d'obtenir des silhouettes réduites. Pierre Vergne, fort de son expérience de plus de 30 ans dans l'art du bonsaï, nous livre ses secrets pour réussir la taille d'un bonsaï d'intérieur. Cet arbre a besoin d'être taillé, on voit qu'il a beaucoup poussé un petit peu partout. En particulier, regardez cette pousse qu'il a faite ici, extrêmement longue, et on voit que la couleur de la pousse a commencé à passer du vert au brun, le bois est en train de se former. Si on ne taille pas cette pousse, ce qui va se passer, c'est que les feuilles du bas vont finalement jaunir et tomber, et on va se retrouver avec des feuilles seulement aux extrémités de la pousse et une tige toute nue en dessous. Vous voyez la tige? Vous voyez la feuille? Regardez là, juste à l'aisselle de la feuille et de la tige, cette petite boursouflure claire. C'est un œil, un bourgeon latent. L'œil qui va se développer, c'est le bourgeon qui est à l'aisselle de la tige que j'ai coupée et de la dernière feuille que j'ai gardée. Ce bourgeon, il est ici, juste à l'aisselle entre la tige et la feuille.
Et bien entendu, quand il va sortir, il va se développer quelque part entre la tige et la feuille, dans cette direction. C'est la bonne puisque la branche était là, et après un court chemin, on reprend la direction initiale. On le voit ici, par exemple, sur cette pousse. Cette pousse, elle part de là, et vous le voyez, elle est devenue très très longue. Maintenant qu'elle a trop poussé, on va couper au-dessus d'un bourgeon bien dirigé. À chaque aisselle de feuille se trouve un œil, c'est-à-dire une reprise possible. Si on coupait là, le bourgeon qui se réveillerait serait ce bourgeon qui partirait dans la direction que je viens de montrer. Pour cette branche, c'est une mauvaise idée, parce qu'on tourne en rond. Il vaut mieux tailler à l'œil du dessous, et du coup, la branche va repartir dans la direction qu'elle avait auparavant. Vous le voyez, j'utilise un ciseau droit. On l'appelle comme ça à cause de la forme du manche et des lames. Cette forme très longue permet en réalité d'aller travailler à l'intérieur d'un arbre sans être dérangé par sa ramure. Et à l'intérieur, on peut être très précis sur ce qu'on coupe si c'est nécessaire. À cette époque, dans les parcs et les jardins, fleurit l'une des espèces les plus spectaculaires, le magnolia. Ces fleurs de dimensions et de coloris très variés, issues de bourgeons velus, ressemblent à s'y méprendre à celles des tulipes et surtout apparaissent avant même le développement du feuillage. C'est d'ailleurs cette particularité qui fait du magnolia l'un des arbustes les plus appréciés des jardiniers, un arbuste originaire du continent asiatique et qui compte plusieurs centaines de variétés. Voici sous la forme de portraits élégamment illustrés quelques-uns de mes coups de cœur. Le magnolia hybride Betty. Cette variété se distingue par sa forme évasée et très large à la base. Les fleurs s'épanouissent dès la mi-mars et réunissent de nombreux pétales étroits, d'abord pourpres, devenant plus clairs à maturité. Le magnolia hybride Ricky. Les fleurs de cette variété possèdent des pétales très étroits et beaucoup moins nombreux. Elles s'épanouissent en mars et affichent une teinte pourpre qui ne se délave pas, soulignant sa jolie silhouette arrondie de 4 à 5 mètres de haut. Le magnolia celata, dit également le magnolia étoilé. C'est le plus petit des magnolias adaptés aux jardins de taille réduite. Sa silhouette compacte ne dépasse pas les 2 mètres. C'est également le plus précoce puisqu'il fleurit dès la fin février en se parant d'une multitude de petites fleurs blanches aux pétales étroits et fins. Magnolia soulangiana Lennei alba. Cette variété se distingue par de grosses fleurs dont les pétales blanc-crème sont larges, procurant ainsi à l'inflorescence une allure globuleuse, tout comme sa silhouette qui est arrondie et aérienne et atteint 3 à 4 mètres. Le magnolia hybride Atlas, retenez bien ce nom, c'est probablement le plus spectaculaire des magnolias en raison notamment de la taille de sa fleur, plus de 20 cm. Son bouton est d'abord rose pourpre, puis la fleur blanchit. Il s'épanouit du mois de mars-avril et son envergure est aussi à l'image de sa fleur, volumineuse, plus de 4 à 5 mètres de haut. Retrouvez tous ces magnolias ici dans une collection qui leur est dédiée à l'arboretum des Grandes Bruyères dans le Loiret et adoptez cet arbuste fascinant en lui réservant un emplacement dans votre jardin ensoleillé et en le plantant dans une terre riche et meuble. À l'approche du printemps, l'un des ravageurs les plus redoutés au jardin va faire son apparition, la limace. Attention donc à vos jeunes semis, à vos plantations, qu'il va falloir protéger de la gourmandise de ce mollusque terrestre. Alors savez-vous qu'il existe des moyens de lutte respectueuse de l'environnement? Voici 2 manières pour lutter contre les limaces au potager. Il est bien évident qu'au soleil, en pleine journée, il est difficile de rencontrer des limaces et des escargots. Mais si on observe bien, par exemple ici, un pied de laitue, on voit que les feuilles ont été rongées pendant la nuit et par temps de pluie. Alors comment faire pour se débarrasser des limaces qui attaquent aussi bien les haricots, les concombres, les courges et les choux? Il existe plusieurs méthodes naturelles.
La méthode la plus radicale, c'est d'utiliser des granulés anti-limaces, anti-escargot, anti-loche. Ce sont des granulés à base de ferramol qui sont utilisables dans la culture biologique. Donc aucun danger pour nos animaux domestiques, ce qui n'est pas le cas avec les autres granulés. Ils sont de la même couleur. On va en mettre avec parcimonie, très peu. Donc on va utiliser une petite pelle, pourquoi pas, pour pouvoir les jeter tranquillement dans notre potager, entre les lignes de salade, mais en aucun cas on va les mettre dans les feuilles de salade. Donc quelques granulés suffisent. Les limaces vont venir consommer ces granulés, repartiront sous leur cachette pendant la nuit et vont périr sans qu'on les voie. Donc on ne verra aucune limace qui bavera dans le potager. Autre méthode, le piège à bière. Donc ce sont des boîtes avec un petit capuchon. Nous enterrons le récipient. Donc là où il y a des salades, par exemple, j'y mets de la bière, remplie à peu près aux 2/3. Je rebouche mon récipient avec la possibilité aux limaces de s'enfiler par-dessous. Alors sachez que les limaces sont attirées par la bière à plusieurs dizaines de centimètres de distance. Alors sur le même principe, il existe d'autres pièges. Donc là, ce sont des récipients. On y met notre bière dans chaque récipient à l'intérieur. Je referme et les limaces vont pouvoir se glisser à l'intérieur. On peut attraper jusqu'à 50 limaces avec ce même piège. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est beaucoup plus important. Si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de limaces, ça vous permettra d'en attraper une grande quantité. Alors pourquoi un couvercle? Tout simplement pour abriter de la pluie. Quand il pleut beaucoup, ça risque de remonter le niveau de la bière et de la rendre moins attractive pour les limaces. Et puis aussi pour éviter les hérissons de venir consommer et manger des bières et surtout ne pas s'enivrer à cause de la bière. À consommer bien entendu avec modération, cela vaut également pour les hérissons. Ces fidèles et précieux compagnons du jardinier sont d'utiles petits mammifères qui consomment des limaces et des escargots, mais aussi bon nombre de larves et d'insectes nuisibles aux cultures. Avec le retour des beaux jours, tous ces ennemis des végétaux vont commencer à faire leur apparition. Le dossier du magazine Rustica de la semaine prochaine dresse le portrait des plus redoutables d'entre eux rencontrés au jardin. Pour chacun, vous trouverez une description précise du parasite, de son mode de vie, des plantes vulnérables et de l'aspect des dégâts. Ces précieux indices vous permettront d'engager une lutte toujours 100% naturelle et respectueuse de l'environnement. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour poursuivre et peut-être terminer la taille de vos arbustes d'ornement. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Bonjour, dans quelques jours, le 20 mars prochain, très exactement, nous fêterons le premier jour du printemps et nous entrerons de plein pied dans la plus active des saisons au jardin. Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, nous allons planter des pommes de terre. Alors savez-vous bien le faire? Réponse dans notre séquence jardinage. Nous allons ensuite découvrir une technique de culture très particulière des légumes, c'est le potager sur paille. Dans la séquence découverte, nous nous rendrons dans le jardin secret du paysagiste Pierre-Alexandre Risser, non loin de Paris. Et enfin, nous découvrirons, dans la séquence 5 secrets, les meilleures techniques pour multiplier les plantes vivaces. Au printemps, c'est au potager que l'on s'active le plus, les plantations et les semis s'enchaînent. Et pour ne rien louper, Rustica est à votre côté. Le magazine Rustica de cette semaine vous propose un dossier consacré aux légumes qui produisent beaucoup. Des salades aux carottes en passant par les céleris et les courges, les variétés présentées et retenues par la rédaction l'ont été en raison de leur rendement exceptionnel. Mais les autres légumes ne sont pas oubliés pour autant puisque le magazine est accompagné d'un carnet pratique spécial potager où vous trouverez toutes les étapes pour ne rien oublier des semis et des plantations à effectuer dès maintenant.
Alors justement, c'est le moment de planter les pommes de terre et notre expert Hubert Fontaine est un petit peu pressé. Il les a donc astucieusement installées sous un tunnel pour les récolter beaucoup plus vite. J'ai choisi de planter des pommes de terre rates. Ce sont des pommes de terre de qualité de 100 à 130 jours, c'est-à-dire à partir du moment où je vais les planter jusqu'à la récolte, il se passe 130 jours. Elles vont être plantées sous un tunnel. En principe, on va accélérer la production puisqu'on va les récolter en grenaille. Ce sont des pommes de terre que j'ai fait pré-germer. On voit les germes qui sont déjà développés, mais pas trop, qui ont déjà passé un certain temps à la lumière et à la chaleur. Je vais maintenant pouvoir les planter sous mon tunnel. Comme vous l'avez remarqué, ce tunnel est déjà planté de laitues, des laitues paumées, des laitues qui vont se développer et qui seront bonnes à consommer d'ici 15 jours, 3 semaines. Le temps que les pommes de terre commencent déjà à pousser. C'est pour cette raison que je plante mes pommes de terre sur le bout de mon tunnel pour qu'ils aient une bonne aération et que je puisse toujours bénéficier de l'espace à l'intérieur de ce tunnel. Le principe de la plantation d'une pomme de terre sous un tunnel est identique à celle en pleine terre. Sous un tunnel, on peut serrer légèrement plus fort les pommes de terre. Je vais les installer tous les 30 cm. Pour ça, je vais faire un avant-trou. Je pose ma pomme de terre, le germe, dans la partie supérieure. Je l'installe au fond du trou. Je plante une nouvelle pomme de terre 30 cm plus loin, toujours avec mon germe dans la partie supérieure. Je referme les pommes de terre de façon qu'elles soient à l'abri de la lumière. Au fur et à mesure qu'elles vont pousser, à ce moment-là, je ramènerai de nouveau de la terre ou pourquoi pas du paillis par-dessus. L'intérêt aussi de planter des pommes de terre sous un tunnel, c'est qu'elles sont à l'abri, ça évitera d'avoir le mildiou. Concernant les rates, c'est une pomme de terre qui est plus ou moins sensible au mildiou. Il n'y aura pas besoin de traiter puisqu'elle sera à l'abri de l'humidité. L'avantage aussi lorsqu'on plante des pommes de terre sous un tunnel, et notamment les rates, on va pouvoir les consommer en grenaille. On les consommera avant qu'elles soient complètement à maturité. Et je termine ma plantation de pommes de terre rates par un bon arrosage, des pommes de terre qui sont installées entre mes laitues. Des pommes de terre qui vont pousser, au fur et à mesure je vais les buter. Pour ça, je mettrai une nouvelle planche le long de mes rates. L'intérêt de la rate, c'est une pomme de terre qui a une certaine valeur ajoutée. Vous en apercevrez si vous vous procurez des pommes de terre dans le commerce, ce qui permettra d'avoir des pommes de terre d'une grande qualité sous ce tunnel. Les légumes n'ont pas forcément besoin de terre pour pousser. Ils peuvent aussi se développer dans d'autres types de substrats, comme par exemple de la paille. C'est d'ailleurs sur cette matière que l'expérience a été tentée au Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Une expérience que l'on doit à l'initiative de la paysagiste Pascale Marc qui a créé un potager sur des bottes de paille. Bien. Des légumes qui poussent sur des bottes de paille. Nous sommes au Festival international de Chaumont-sur-Loire. Le jardin Un paysage à goûter présente un potager cultivé sur de la paille de blé. Ça s'appelle le Strawberry Gardening. C'est une technique anglo-saxonne qu'on retrouve un petit peu aux États-Unis et en Angleterre. Le principe, c'est de lancer en décomposition le ballot de paille. Et donc, c'est un processus qui est lancé avec un apport d'azote, fiente de poule ou broyis de plumes ou de sang séché, etc. Et donc, avec ça, on arrose les ballots de paille de ces substances-là. On arrose avec de l'eau pendant quelques jours d'affilée le ballot de paille. Et quand le coup de feu, donc les bactéries se sont développées et que le coup de feu est passé dans le ballot de paille, donc c'est-à-dire que la température monte jusqu'à presque 60-70 degrés dans le ballot de paille et que ça redescend, le ballot est prêt pour accueillir la plantation. Donc l'avantage, c'est que comparé à un autre sol qui est un peu pauvre chez soi, où il faut 1 an, 2 ans, 3 ans d'apport, de travail de sol, de retourner, labourer, etc. Là, en 12 jours, on a un sol qui est impeccable pour accueillir des plantes potagères. La paille étant toujours tiède à une température à peu près de 20 degrés constant, l'avantage c'est que le sol est assez chaud pour pouvoir accueillir par exemple des plantes de tomates 1 mois plus tôt que dans un sol normal quand le sol est trop humide et trop froid encore.
Le semis s'effectue sur une couche de terreau. Pour la plantation, on perce les bottes et on couvre les racines avec du terreau. Une fois le jeune plant inséré, on arrose. La paille absorbe l'eau mais rejette les excédents. Il ne faut pas qu'il y ait de manque d'eau puisque en fait, les micro-organismes et les êtres vivants dans le sol ont besoin d'eau pour faire ce processus et donc ils ne peuvent pas nourrir la plante s'il n'y a pas l'eau. Lors de l'installation des bottes de paille, il faut veiller à placer les brins à la verticale, côté coupé vers le haut. On assure ainsi une meilleure pénétration de l'eau et des racines. Et il semblerait qu'il y ait que la carotte qui ne soit pas adaptée du tout à cette technique-là, puisque la racine a du mal à aller vers le fond et passer entre les brins de paille qui pourtant se décomposent, mais je pense que c'est un peu difficile, on n'a pas des carottes droites. Pour le reste, par exemple les pommes de terre, c'est tout à fait idéal, il n'y a plus qu'à couper le fil et on ouvre le ballot et c'est impeccable. Oui, après les tomates, ils sont foisonnantes. Un peu tout, on a réussi à faire un peu tout pousser. Le paysagiste Pierre-Alexandre Isser imagine et réalise des jardins un petit peu partout en France, mais c'est dans son jardin personnel, non loin de Paris, que nous allons le retrouver. C'est au cœur d'une nature jardinée et luxuriante qu'il nous a confié sa manière de concevoir les jardins et surtout comment il a organisé son propre jardin. Le jardin doit être adapté au mode de vie des gens qui y vivent. Quand on est ici, on ne travaille plus. Voilà. On a de la chance d'être dans un environnement très nature. C'est un petit peu rustique et on vit un peu comme des Robinson. On est au milieu de vergers un petit peu abandonnés, une sorte de petite jungle. Et de la maison dans l'arbre, on voit quand même les tours de la Défense, on voit quand même Paris. Pour la petite histoire, le phare de la Tour Eiffel éclaire le jardin. Voilà, donc on est tout près de Paris et on vit dans un univers complètement naturel. Comment j'ai organisé l'espace de mon jardin ? J'ai défini différents espaces, déjà différents espaces à vivre. Il y a une terrasse au premier étage, une terrasse qui est tout près de la maison. Tout près de la maison, on trouve aussi le potager. Ensuite, lors de mes voyages en Italie, j'ai découvert ce que c'était que les baignades naturelles. Et le jour où j'aurai une maison, j'aurai une baignade naturelle. Lors d'un voyage en Afrique du Sud, j'ai vu dans un jardin ces chemins en bois qui passent au-dessus de la végétation, qui sinuent comme ça, sans aucun obstacle. Donc j'ai un chemin en bois qui démarre du parking, là où on garde nos voitures, pour monter jusqu'à la maison. Quand on part du bas du jardin, qu'on prend ce chemin, on passe un peu au-dessus de la végétation, on découvre, à travers les érables du Japon, à travers les graminées, il y a une sorte de petit théâtre de verdure circulaire. Ensuite, il y a un jardin japonais, qui est plutôt japonisant, qui a été fait par Endo Toru. On découvre un jardin de taupières. Ensuite, il y a la cabane dans l'arbre, dans le chêne. On découvre la baignade. Souvenirs d'enfance liés au jardin, oui, j'en ai plusieurs. Mon premier carré de potager à l'âge de 4 ou 5 ans, où quand je rentrais de l'école, j'allais déterrer les petites pommes de terre que j'avais plantées la veille pour savoir si elles avaient poussé. Pour moi, le potager est quelque chose d'important parce que je vis dans mon jardin toute l'année et je vis avec mon jardin. Et pour moi, le métier de jardinier et le métier de cuisinier ont beaucoup de valeurs communes et je ne peux pas avoir un jardin sans potager. Ma quête au niveau du jardin, je pense que c'est quand le jardin et son propriétaire ne font qu'un. Pour moi, le jardin est un élément essentiel de vie et il faut qu'il s'adapte, que le jardin s'adapte réellement à la personne qui vit dans ce jardin. Les plantes vivaces se divisent au printemps. Alors pour la plupart d'entre elles, c'est assez simple, il suffit d'extraire la souche et de la diviser en plusieurs éclats. Mais savez-vous comment faire pour les graminées, les iris, les menthes ou encore la rhubarbe? Réponse en images, des images animées et commentées par les précieux conseils pratiques du directeur de la rédaction de Rustica, Alain Delavie. Pour diviser la plupart des vivaces, arrachez la souche au printemps ou en automne à l'aide d'une bêche à dents pour endommager le moins possible les racines. Tranchez la motte extraite en plusieurs éclats,
à l'aide d'un couteau possédant chacun suffisamment de racines et de feuilles. Replantez chaque éclat dans une terre bien ameublie et additionnez de terreau, puis tassez et arrosez. Pour diviser les graminées, sectionnez la souche en plusieurs fragments après extraction de la motte en vous aidant d'un couteau ou d'une bêche bien affûtée. Repiquez les éclats dans une terre bien drainée et mélangée à du sable, puis rabattez les feuilles sèches en hiver. Pour diviser les iris, déterrez délicatement la souche à l'aide d'une bêche à dents après avoir arrosé la terre pour l'ameublir et faciliter l'extraction. Découpez grossièrement des blocs de rhizome, puis éliminez les organes secs ou âgés, ainsi que la terre en excès. Rafraîchissez la base de chaque éclat de 15 à 20 cm avec une serpette, puis repiquez-les, de préférence en été, dans une terre ameublie. Divisez la menthe. Rabattez les tiges avant d'extraire la souche à l'aide d'une bêche à dents. Divisez la motte en plusieurs morceaux avec un couteau, en veillant à bien conserver pour chacun des racines, quelques stolons et des feuilles. Plantez les éclats dans un grand pot enterré, dont le fond a été supprimé afin de limiter la propagation des stolons dans tout le massif. Pour diviser la rhubarbe, coupez les feuilles en septembre-octobre, puis soulevez la souche très délicatement avec une bêche à dents pour ne pas endommager les racines charnues. Tranchez la motte de moitié avec une bêche bien affûtée, puis éliminez les bourgeons et les racines endommagés par l'opération. Replantez les fragments dans un sol enrichi de compost et arrosez copieusement pour bien tasser la terre autour de la motte. La division et le bouturage sont des modes de multiplication qui permettent d'obtenir un grand nombre de plantes rapidement et surtout à très bon compte. Et c'est maintenant au printemps donc qu'il faut procéder. Le magazine Rustica de cette semaine va vous y aider en vous proposant un dossier complet sur les différentes techniques pour multiplier les végétaux. En premier lieu, c'est la division qui vous sera expliquée à grand renfort de croquis, d'explications détaillées et de conseils de pros. Dans un second temps, c'est le bouturage avec là encore des pas à pas, des astuces et des secrets qui vous permettront d'obtenir des plants à bon compte. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour y fêter le printemps et au potager pour y lancer vos semis et vos plantations. Et bien entendu, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Bonjour, il va falloir songer à quitter nos intérieurs douillets car les beaux jours approchent et les travaux au potager comme au jardin d'agrément s'intensifient. Les légumes et les fleurs sont donc les vedettes de ce 44e numéro de Rustica Mag. Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, je vous propose deux parties. La première est consacrée au potager. Vous y découvrirez dans la séquence jardinage la manière d'installer un tunnel et surtout l'utilité pour les jeunes semis. La séquence terroir vous permettra de découvrir un légume qui pousse dans l'eau, un légume original, le cresson de Fontaine. Et puis nous nous rendrons au jardin d'agrément pour y découvrir les meilleures plantes de rocaille. Et enfin, à l'approche du fleurissement de cet été, nous allons vous révéler les secrets pour réussir la plantation d'une jardinière de géranium. En avril, ne te découvre pas d'un fil, alors si ce dicton est valable pour nous, les jardiniers, il l'est également pour les jeunes semis et les plantations qui redoutent les gelées blanches, mais de cela nous parlerons tout à l'heure.
Mais avant, découvrons la une du Rustica de cette semaine, un magazine dont le dossier est consacré à la tomate. La rédaction a décidé de tout vous dire sur ce légume, depuis les meilleures variétés aux méthodes de culture, en passant par vos témoignages. En effet, certaines pages de ce dossier vous ont été ouvertes pour y accueillir vos expériences et votre savoir-faire. Mais revenons à nos plantations et nos jeunes semis un peu frileux pour leur offrir un abri, un tunnel chenille dont la réalisation et les atouts sont maintenant détaillés par Hubert Fontaine. Le tunnel chenille aide au démarrage des cultures. Il s'installe et se désinstalle en très peu de temps et se réutilise plusieurs fois. Appelé tunnel chenille dans le milieu professionnel car sa forme ressemble à une chenille qui se déplace. Ces petites serres tunnels sont très utilisées par les maraîchers pour démarrer les cultures en pleine terre au printemps sur de grandes longueurs. Les arceaux sont réalisés en fil d'acier galvanisé, ils ne rouillent pas, ils sont d'une résistance suffisante pour tenir une bâche ou des filets anti-insectes et oiseaux. La largeur du tunnel est de plus ou moins 120 cm et d'une hauteur d'environ 90 cm selon la largeur. Ce qui donne la possibilité de travailler à l'intérieur de la chenille tout en restant à l'extérieur. L'espace entre les arceaux est de 1 mètre. Son nombre détermine la longueur du tunnel chenille. Le film thermique est maintenu par une corde qui passe dans les anneaux des arceaux. Pratique et facile à monter, donc sans outils, le tunnel chenille peut être déplacé au gré des différentes cultures, comme par exemple des radis, des salades, des fleurs ou des fraisiers. En un rien de temps, il protège des jeunes plants au démarrage. Comme toutes les cultures sous abri, il est impératif d'aérer pendant les périodes chaudes sous peine de brûler le feuillage. Le film thermique, qui glisse entre les arceaux et la corde, permet d'intervenir à l'intérieur du tunnel sans le démonter. Le tunnel chenille anticipe les récoltes au printemps, ce qui permet d'avoir des récoltes beaucoup plus précoces. Et puis aussi, il prolonge les récoltes en automne. Le cresson de fontaine est l'un des rares légumes, avec le riz, à pousser partiellement dans l'eau, fait suffisamment rare pour être signalé. Ces méthodes de culture demandent un véritable savoir-faire. En France, l'Essonne fournit la plus grande partie de la production nationale de cette herbacée, raison pour laquelle nous nous sommes rendus dans ce département pour y découvrir une cressonnière, mais aussi le métier de cressiculteur. Le cresson de fontaine regagne du terrain. Cette plante, cultivée en France au XIXe siècle, est à son apogée au début des années 1930. Serge Barberon, aidé par ses fils, est cressiculteur dans le sud de l'Essonne. À Méréville, capitale de cette herbacée, 6 familles produisent 10% du cresson national. Moi, je fais du cresson bio, ça fait 14 ans que je me suis lancé dans le cresson bio. Je n'avais une vente assez limite en conventionnel. Alors, j'ai eu raison de me lancer dans la culture bio, parce qu'aujourd'hui, je m'en sors, quoi. Comme le cresson, c'est de septembre à mai, ça veut dire qu'on a 7 à 8 coupes dans l'année. On arrive à en vivre si on a une superficie de peu près de 35 ar. Alors, du cresson, il y a du cresson blond, du cresson noir, comme celui-ci. Il y a au moins 4-5 sortes de cressons. Un cresson à ne pas confondre avec le cresson alénois, plus âcre, qui pousse dans la terre. La culture du cresson de fontaine s'effectue manuellement. Pour faciliter la coupe, Serge Barberon roule ce crucifère avec les mêmes outils que son père. Il faut préparer le terrain, c'est-à-dire on l'arrache, on arrache le vieux plant, et après on gratte la boue comme dans les marais salants, et après on repose un lit de sable dessus, et le cresson se sème à sec. Il ne faut aucune goutte d'eau. Et après, au bout de 15 jours, on commence à lâcher l'eau tout doucement pour qu'il commence à pousser. Et puis au bout de 3 à 4 semaines, on lâche tout. L'eau, elle est à 13 degrés toute l'année, autant qu'hiver que été. Le cresson, c'est une plante semi-aquatique. Ça veut dire la racine à l'eau et puis les feuilles à l'air. Il faut énormément d'eau quand même, il ne faut pas une petite nappe, il faut de l'eau. Parce que l'eau, elle ne stagne pas, elle coule dans le fossé. La qualité de l'eau est contrôlée régulièrement. Des règles d'hygiène strictes protègent le consommateur contre les risques de maladies. Les cressonnières, alimentées par des sources, sont préservées des pollutions. Le fossé là, qui est en ce moment là, c'est un semis d'été. Ça veut dire que c'est du cresson que l'on fait après le mois de mai.
On fait des semis d'été pour tenir la vente jusqu'au mois d'août. Ça veut dire que ce cosson-là, dans 5-6 semaines, il va être bon à couper. On va faire à peu près, dans un semis d'été, 3 coupes. Après, on repartira sur le cresson de l'année. Au mois de juillet, je vais tout semer. Ça veut dire avec ma graine que j'ai gardée de l'année, je vais tout semer de tous les fossés, quoi. En France, un tiers du cresson provient de l'Essonne. Ces cressonnières ont été labellisées Paysage de reconquête en 1992. Il s'agit de préserver l'or vert du département. Quittons le potager, le monde des légumes, pour découvrir celui des fleurs qui ne manqueront pas bientôt de colorer nos jardins. C'est le cas des plantes dites de rocaille, des fleurs vivaces qui s'accommodent de toutes les situations, même les plus difficiles, puisqu'elles arrivent à pousser à la fois dans des sols ingrats, mais aussi dans des environnements escarpés. Certaines plantes vivaces jouent les acrobates pour nous offrir des cascades de fleurs. Ce sont des plantes dites de rocaille qui se développent en coussins retombants et qui vont pousser dans et sur les murs. Particulièrement robustes et peu exigeantes, elles sont idéales pour garnir un mur, un muret ou un escalier en pierre sèche. Parmi les plantes qui poussent dans les murailles, vous en reconnaîtrez certainement une, c'est l'aubriette. L'aubriette décline de nombreux coloris qui vont, comme ici, du mauve jusqu'au fuchsia. Elle est intéressante car elle pousse en coussin très dense, supporte le soleil et les situations de sol aride. Ici, juste à ses côtés, l'arabette. Elle se distingue par sa floraison uniquement blanche, son feuillage est également persistant et ses conditions environnementales sont identiques, soleil, chaleur et sol sec. Les cérestes possèdent une très jolie silhouette tapissante. Ce sont des plantes vivaces à floraison blanche au printemps, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est leur feuillage vert recouvert d'une petite prune argentée qui leur donne un aspect très lumineux. On va les planter sur le haut du muret, de manière à ce que leurs rameaux finissent en guirlandes de feuilles pour garnir le parement de la façade. À noter une autre technique de plantation qui concerne les murs particulièrement hauts. Vous allez réaliser à différentes hauteurs des ouvertures, on appelle ça des barbacanes. Vous planterez à l'intérieur des plantes vivaces et vous obtiendrez ainsi sur toute la hauteur un véritable rideau de fleurs. Autre plante, le tlaspi vivace. Il se distingue par un feuillage vert et persistant et possède une très jolie floraison blanche qui va se développer du mois de mai jusqu'au mois de juin. Toutes ces espèces s'installent au printemps ou en automne. Une fois en place, vous ne vous en occupez plus. Certaines d'entre elles, comme ici la giroflée, vont pouvoir essaimer. Et vous aurez peut-être la surprise de la voir pousser dans les anfractuosités de votre mur. Et pour finir, mon coup de cœur, retenez bien son nom, le Phlox subulata. Je l'aime pour sa floraison particulièrement fine et gracieuse. Alors, n'hésitez plus, accrochez ces plantes vivaces sans retenue le long de vos murs et de vos escaliers. Connaissez-vous le roi des balcons? Alors non, il ne s'agit pas d'un personnage de conte pour enfants, mais d'une plante. C'est le nom que l'on donne à un géranium dont la silhouette retombante et très florifère s'épanouit pendant tout l'été sur les rebords de fenêtres et les balcons. Très utilisé en Alsace, certains d'entre vous qui avez peut-être traversé cette région vous êtes demandé mais comment font-ils pour avoir de si beaux géraniums? Quelques éléments de réponse avec Hubert Fontaine. Les géraniums ont la faculté d'être peu demandeurs en eau. Alors quelles sont les plantes qu'on peut associer avec les géraniums qui vivraient sur le même régime? Pour bien réussir une jardinière de géranium, il est important de choisir un bon terreau. Le terreau doit être un spécial géranium avec de l'argile à l'intérieur. Ici, il s'agit du balcon suisse. C'est un géranium rouge vif. C'est une couleur qui est très difficile à associer avec d'autres couleurs. Donc j'ai choisi d'installer des plantes à feuillage. Pour une jardinière d'1 mètre, comptez minimum 4 géraniums. Une fois qu'on a planté nos géraniums, on va pouvoir associer nos plantes à feuillage. Donc ici, il s'agit d'un lierre panaché. On peut aussi associer des asparagus, l'asparagus Sprongeri, qui va donner un feuillage très fourni. Et au moment où les géraniums vont commencer à se développer, ils vont être sur un fond vert tendre. Et puis une plante qui est très intéressante, qu'on peut récupérer d'une année sur l'autre, comme l'asparagus Sprongeri, c'est le chlorophytum. Le chlorophytum
qui est aussi une plante d'appartement dépolluante. Alors ici, puisqu'on a mis un lierre sur une extrémité, on peut en mettre à nouveau un autre de l'autre côté. Un autre asparagus sprangeri entre le lierre panaché et mon géranium lierre rouge. Reste plus qu'à compléter avec notre terreau à géranium. Si j'ai choisi ces plantes retombantes, la raison est assez simple, comme le lierre qui va pouvoir épouser la jardinière. Les chlorophytums, lorsqu'ils vont faire des gourmands, des stolons, ça va permettre justement de déborder au-dessus des jardinières. Les asparagus sprangeri aussi, qui vont donner un feuillage très fourni et qui eux aussi donneront de petites fleurs roses. Le géranium lierre rouge a été ici choisi pour une raison assez simple, c'est que nous sommes dans un endroit plutôt mi-ombre, nous ne sommes pas en plein soleil. Sachez que le rouge passe lorsqu'il est en plein soleil. Et voilà, les géraniums n'auront plus de secret pour vous, mais il existe de nombreuses autres plantes à floraison estivale, des plantes que vous allez pouvoir utiliser pour décorer et embellir vos rebords de fenêtres, vos balcons et vos terrasses. Alors justement, quelles sont-elles ? Eh bien, Rustica ne les a pas oubliées pour autant, puisque le dossier du magazine de la semaine prochaine leur est entièrement consacré. Vous y trouverez de nombreux exemples de potées, de suspensions, de jardinières et de balconnières à réaliser vous-même. Et pour cela, vous serez aidé d'une liste de plantes, de végétaux, mais aussi de conseils pratiques et de pas à pas. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour lancer vos semis de légumes et poursuivre les plantations des plantes fleuries qui coloreront votre été. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Bonjour, comment? Vous n'avez pas encore démarré le potager? Il est grand temps de s'y mettre, alors nous allons tout vous expliquer. Suivez-moi et bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette 46e émission, dans la séquence savoir-faire, nous allons découvrir une nouvelle technique de culture des légumes, le potager sur butte. Le potager étant prêt, vous pourrez effectuer les premiers semis de légumes. C'est ce que nous verrons dans la séquence jardinage. Puis nous nous rendrons au jardin d'agrément où les zones à l'ombre ne sont pas toujours faciles à embellir et à fleurir. Alors je vous rassure, il existe des solutions. Et enfin, après une journée de jardinage harassante, l'heure est au repos. Alors pourquoi ne pas prendre une bonne tisane? Eh bien ça tombe bien, c'est le sujet d'une toute nouvelle séquence dans notre émission, la séquence bien-être. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet. Le potager, c'est d'ailleurs le thème du dossier du Rustica de cette semaine, où vous allez découvrir toutes les astuces pour avoir de beaux légumes cet été. Un dossier dans lequel vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir pour réussir la culture des légumes, de la plantation jusqu'à la récolte, avec un éclairage particulier, été oblige, sur l'arrosage. En effet, à quelle fréquence arroser? Comment faire pour économiser l'eau et surtout réduire la quantité des arrosages? Eh bien, toutes les réponses sont dans ce dossier. Alors, je vous ai parlé en début d'émission du potager sur butte qui rencontre un grand succès actuellement. Nous sommes allés à la rencontre de France Jobert, créatrice des Jardins de Berville dans l'Yonne, qui expérimente ce procédé depuis maintenant plusieurs années, qui nous a tout naturellement fait part de son expérience. Alors en fait, j'ai découvert la culture sur butte toujours par la même chose, par des lectures.
Et j'ai trouvé que c'était intéressant, j'ai voulu en fait faire l'essai, vraiment par curiosité pour voir si c'était beaucoup plus intéressant que voilà, la culture classique. J'ai constitué une première butte vraiment en respectant les principes de la permaculture aussi quand même qui disait d'utiliser les matériaux sur place. Donc on l'a faite avec des rondins de bois et des pierres qu'on avait en stock. Et à l'intérieur, on a entreposé des troncs, des branches, des restes de taille, des restes de légumes, des feuilles. On a creusé des allées en fait entre les buttes. Donc on remet la terre de ces allées à l'intérieur de la butte et puis on finit par du compost, parce que moi je fabrique mon compost, et du paillage. Voilà, donc j'en ai fait une, le résultat était spectaculaire parce que je l'avais fini en fin février, en mars je semais des radis. Une semaine après j'avais déjà des radis qui levaient, donc j'ai trouvé que c'était assez étonnant. J'en ai fait une deuxième, j'en suis à 8 aujourd'hui. J'en suis absolument, moi, totalement ravie, la production est exceptionnelle. Et qui plus est, c'est d'un confort de travail absolument extraordinaire. On a pas mal au dos, on peut s'appuyer et on travaille beaucoup plus vite. Et donc c'est quand même, enfin pour moi, si je devais recommencer un potager aujourd'hui, sans hésitation, je recommencerais sur butte. Et ben, tous ces matériaux en fait, qu'on met à l'intérieur de la butte au moment de la constitution vont fermenter. Et donc produire une forme de chaleur, bien entendu, qui va hâter la croissance. Mais au-delà de ça, tout ce qui se passe après les mois qui suivent et les années, puisque moi j'en suis à 2 années, font que c'est rempli de vers de terre, qui font le travail du sol à notre place, parce que par un léger coup de griffe, on n'a absolument rien à faire avec la terre sur les buttes. Et on ne laisse pas la terre à nu, donc c'est constamment couvert. Et enrichi aussi avec les fans des légumes, donc en permanence en fait, ça fermente et ça enrichit la terre qui devient extrêmement légère. Bon, là maintenant cette année, j'essaye de faire une butte par forme de légumes, comme ça c'est plus facile à alterner. L'année d'après, on fait une rotation sur une autre famille de légumes. Mais j'ai tout essayé comme forme de légumes, de la tomate au radis, à la salade, tout ce qui est possible. Et j'ai pas eu honnêtement un échec en légumes sur ces buttes. Et voilà, je pense que vous êtes convaincus par l'utilité de créer un potager sur butte. Alors pourquoi ne pas essayer dès ce printemps dans un coin du jardin et adopter définitivement cette nouvelle technique de culture pour les années à venir. Toujours au potager, le sol se réchauffe et c'est le moment de semer les premiers légumes en pleine terre. Une terre soigneusement ameublée et préparée, comme nous l'explique Hubert Fontaine, qui s'apprête quant à lui à semer les navets. Les navets se sèment à une exposition ensoleillée. Seulement, le pire ennemi des navets, c'est la sécheresse. En cas de sécheresse, ils sont souvent atteints par la mouche, par différents parasites, et ils ne poussent pas, ils sont filandreux. Donc il faut une certaine dose d'humidité pour avoir de beaux navets. Il est important aussi, pour avoir de beaux navets, de bien respecter les rotations de culture, puisqu'il fait partie des crucifères, des brassicacées, comme les radis et la roquette. Donc on attendra 3 ans entre 2 cultures de navets. Un navet doit pousser vite dans une bonne terre. Utilisez une griffe à 3 dents de jardin pour travailler la terre en profondeur sur 10 à 15 cm de profondeur. Puis utilisez un râteau pour bien égaliser le niveau de la terre. Tracez des sillons tous les 30 cm. Ici, il s'agit de carrés de potager. Vous pouvez resserrer l'écartement des rangs. On peut aller de 20 à 25 cm de largeur. Pour avoir une jolie levée de navet, il est important que le navet lève sur un sol ferme. Tassez le fond du sillon avec le dos du râteau. Puis, avec un arrosoir, vous allez aussi gorger d'eau le fond du sillon, de façon à avoir une bonne dose d'humidité, car vous l'avez compris, les navets n'aiment pas la sécheresse. Les graines de navet, comme les graines de chou, ce sont de toutes petites graines rondes capables de s'échapper du paquet en un temps et une mesure. Pour éviter ce genre d'inconvénient, utilisez un semoir gradué. Installez les graines dans le semoir, ce qui vous permettra de les semer pratiquement une à une dans le sillon.
Répartissez correctement les graines sur la longueur du carré de potager. Ici, la largeur fait 60 cm, 2 fois 60 cm, ça fait 120 cm. Faites bien le tour de votre carré pour bien les répartir, ne pas avoir un excès de graines en plein milieu et être obligé de les desserrer plus tard. Avec de la terre sèche, couvrez sur 1 cm d'épaisseur les graines, puis avec un râteau, tassez par-dessus de façon toujours que le sol soit toujours bien ferme. Remarquez qu'il y a une sorte de petite cuvette de façon à bien retenir l'humidité par la suite. Puisqu'on parle d'humidité, arrosez copieusement avec une pomme par-dessus le semis. Pour récolter des navets en primeur, pour en avoir plus tôt, il est important de les abriter sous un tunnel, sous un châssis ou pourquoi pas sous un voile d'hivernage. L'intérêt du voile d'hivernage, c'est qu'il laisse pleuvoir sur les navets. Et comme les navets aiment l'humidité, ils en profiteront à 100%. Quittons le potager et les travaux de saison pour profiter un peu du jardin. En sous-bois, comme ici, ou en lisière de forêt, rares sont les plantes qui arrivent à pousser au pied de grands arbres en présence de leurs racines, mais aussi de l'ombre produite par le feuillage. Et pourtant, il existe des espèces qui arrivent à pousser malgré la présence des racines et le manque de lumière. Voici donc le portrait de 2 d'entre elles. À l'ombre des grands arbres, la concurrence est rude. Manque d'eau, manque de lumière, rares sont les plantes qui arrivent à se développer. À l'exception du lierre, mais son feuillage vert et persistant est parfois un petit peu triste. Alors voici quelques solutions pour embellir et fleurir le pied des arbres. Si vous êtes par exemple en sous-bois avec la présence importante d'arbres et de systèmes racinaires, voici une plante vivace qui s'accommodera de cette situation. C'est la doronique, ou plus précisément la doronique du Caucase. Cette plante vivace est une conquérante. La présence des racines des grands arbres ne lui fait absolument pas peur. Elle produit un feuillage vert clair duquel émerge une tige de 60 cm de haut, couronnée par une très jolie fleur jaune en forme de capitule. Elle s'épanouit en mai et en juin. Elle apprécie les sols sablonneux et les situations mi-ombragées, et quelques plants suffisent à obtenir ce résultat quelques années après. La deuxième solution est adaptée au jardin planté de quelques arbres, au pied desquels l'herbe a beaucoup de mal à pousser. Alors pourquoi ne pas la remplacer par la consoude officinale? Cette plante vivace produit un feuillage d'une hauteur de 40 cm, terminé par une jolie floraison bleue outre-mer qui s'épanouit du mois de juin jusqu'en juillet. Et en plus, sachez que les feuilles de la consoude sont comestibles. Elles se consomment en beignet, après un passage dans une friture ou en nem. Mais l'usage de cette plante vivace ne s'arrête pas là, puisque ces mêmes feuilles macérées dans l'eau constituent un purin végétal réputé pour être l'un des meilleurs à utiliser au jardin comme au potager. Les plantes du bien-être ont désormais leur rubrique dans Rustica Mag, une toute nouvelle rubrique qui vous proposera régulièrement de découvrir des espèces qui soignent, qui soulagent et qui apaisent les petits bobos et les maux quotidiens. Pour débuter cette nouvelle séquence, je vous propose de retrouver Serge Guzat, herboriste dans la Brenne, qui récolte des plantes sauvages, mais aussi des plantes de sa production, pour confectionner des tisanes. L'une d'entre elles, la tisane pour dormir, inclut la marjolaine, une plante aromatique aux vertus apaisantes. La marjolaine, l'origan, pousse surtout sur les coteaux calcaires, donc dans les endroits plutôt secs et ensoleillés, dans les prairies ouvertes ou sur les bas-côtés mais très éclairés. C'est une plante digestive, mais c'est surtout une plante apaisante. C'est une plante, d'ailleurs rien qu'à l'odeur, on se doute qu'elle est apaisante. On l'accueille bien entendu à cette époque-ci de l'année, c'est donc le printemps, on est au mois de juin. Quand elle commence à faire ses fleurs, vous voyez là les fleurs vont s'ouvrir et vont perdre leur principe actif assez rapidement. Donc c'est maintenant, quand c'est en bouton. La tisane pour dormir, c'est l'ensemble des plantes qui vont aider à l'endormissement, c'est-à-dire à calmer, mais surtout à aider à la digestion. Parce que très souvent, on s'est aperçu que le manque de sommeil venait d'une digestion trop importante qui demande beaucoup d'énergie et qui fatigue énormément.
mais qui ne provoquent pas l'endormissement. C'est un paradoxe. Donc on travaille sur des plantes qui sont apaisantes et digestives. Apaisantes comme la verveine, le bleuet, la mélisse, et digestives, toujours comme la mélisse, et pourquoi pas du souci. Alors on prend la quantité de plantes, c'est-à-dire environ 4 grammes du mélange, qu'on va mettre dans la casserole. On rajoute 1 litre d'eau qu'on va porter à ébullition. Alors la tisane du sommeil, c'est très important de ne pas la faire bouillir parce qu'on a des principes aromatiques qui sont assez volatiles. Donc on va, au premier bouillon, c'est-à-dire dès que ça commence à frémir dans la casserole, on coupe, on couvre et on laisse infuser. Retrouvez toutes les vertus des plantes du bien-être dans le magazine Rustica de la semaine prochaine, dont le dossier vous invitera à créer un jardin bénéfique pour votre santé. Vous y trouverez bien entendu la liste des plantes aux multiples vertus, les conseils pour bien les planter et les nombreuses manières et bonnes manières de les récolter, de les sécher et de les stocker afin qu'elles conservent toutes leurs propriétés. Des témoignages de producteurs et d'herboristes viendront compléter ce dossier en vous indiquant comment utiliser ces plantes, mais aussi comment réussir vos préparations afin de profiter au maximum de leurs bienfaits. Mais en attendant, faites donc un tour dans les bois ou au jardin, non pas pour y travailler, mais pour y cueillir quelques brins de muguet qui annonceront d'ici la fin de la semaine le retour du joli mois de mai. Et bien entendu, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Bonjour, les beaux jours profitent aux fleurs, mais également aux parasites et aux maladies. C'est d'ailleurs le thème de ce 47e numéro de Rustica Mag. Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de cette émission, nous allons identifier et lutter contre la rouille avec Hubert Fontaine dans la séquence jardinage. Nous allons ensuite, toujours avec notre expert, découvrir comment fabriquer du purin d'ortie, un précieux répulsif à insectes. La séquence savoir-faire nous emmènera dans le jardin Rocambole en Bretagne où décoration rime avec récupération. Et enfin, nous prendrons le chemin d'un autre jardin en Île-de-France, le jardin de la Grenouillère, pour y piquer des idées destinées à aménager nos allées. Mais tout de suite, je vous propose de vous munir d'une bonne loupe car nous partons à la chasse aux maladies. Inspection des feuillages, examen des jeunes pousses et observation minutieuse des boutons floraux sont au sommaire du dossier du Rustica de cette semaine. Un dossier élaboré sous la forme d'un guide pratique vous permettant de reconnaître les maladies les plus couramment rencontrées dans un jardin. En un seul clin d'œil, vous serez en mesure de déterminer les principaux symptômes et surtout d'engager une lutte appropriée. Pour cela, ce numéro est accompagné d'un carnet pratique « Je soigne mon jardin au naturel », décoction et macération de plantes, préparation autorisée en jardinage biologique, usage de prédateurs et de pièges à insectes. Toutes les solutions proposées dans ce carnet sont 100% naturelles. Alors parmi les nombreuses maladies, la rouille se manifeste sur les feuilles sous la forme de pustules. Elle est commune à plusieurs espèces, comme nous l'explique notre expert Hubert Fontaine. La rouille est une maladie cryptogamique, c'est un champignon qui se déclare et qui se développe surtout lorsque le temps est humide, c'est-à-dire au printemps et en automne. Et puis si vous avez un été pluvieux, la rouille va continuer à progresser. Prenons le premier exemple de cette rouille. Il s'agit de la rouille grillagée du poirier. Une rouille assez typique qu'on repère bien sur le poirier. Il s'agit d'un cercle jaune avec l'intérieur noir. Et si on regarde au revers de cette feuille, il y a les pustules noires qui comportent les sporanges et les spores par la suite. Ce sont des spores qui vont partir au gré du vent avec l'humidité et qui iront contaminer un autre poirier. Seulement, la rouille du poirier n'ira jamais en aucun cas attaquer, par exemple, un rosier. Un rosier aura sa propre rouille, la rouille du rosier.
Une rouille qu'on retrouvera plutôt dans la partie basse du rosier, des feuilles qui sont situées à 20 ou 30 cm. C'est l'humidité qui remonte pendant la nuit et qui va provoquer justement cette rouille. Ça peut être aussi bien des rosiers qui sont confinés entre différents arbustes. Alors, la différence entre la rouille du rosier et la rouille du poirier, c'est une multitude de petites taches jaunes sur la partie supérieure de la feuille. Et si on retourne cette feuille, on voit de toutes petites pustules. Alors elles sont pratiquement invisibles à l'œil nu. Ce sont ces spores qui vont se propager sur d'autres rosiers avec l'humidité ou les outils de jardinage. Comment peut-on limiter les dégâts de la rouille sur les plantes? Déjà en ayant un bon équilibre au niveau de la nourriture, des nourritures appropriées, des engrais organiques par exemple. On peut aussi apporter des décoctions, et notamment une décoction de prêle. La prêle qui est riche en silice et qui va lutter en prévention contre la rouille. Et puis concernant les rosiers, on trouve des produits soufrés, les anti-oïdium, qui sont aussi efficaces contre la rouille. Parmi les nombreuses préparations maison, le purin d'ortie est probablement la plus facile à réaliser. Alors tout d'abord parce que nous avons tous des orties dans son jardin et ensuite parce qu'il suffit tout simplement de les récolter, de les laisser macérer dans l'eau pour obtenir une préparation répulsive contre les insectes nuisibles. À cela s'ajoute une action fertilisante, comme nous l'explique Hubert Fontaine, qui nous détaille les étapes de la fabrication du purin. Eh bien voici notre précieuse ortie. Alors si vous possédez un jardin un petit peu sauvage, vous allez bénéficier de quelques orties. Donc on va les désherber, on va les retirer pour laisser place aux autres plantes tellement précieuses que nous allons les conserver et je vais les mettre dans un sac. Donc je les arrache là avec les racines pour les éliminer. Je vais même conserver les racines. Je broie mes orties, j'en fais des petits paquets, donc bien entendu j'ai des gants car les orties piquent, elles sont urticantes. Je les mets dans un sac genre 25 kg de pommes de terre, en fait c'est un filet, et je vais les introduire à l'intérieur. Ce sac est à moitié plein, je considère, j'ai déjà pesé, il pèse grosso modo 2 bons kilos. 2 kilos d'ortie qui vont me servir à effectuer 20 litres de purin d'ortie. Nous allons les plonger dans 20 litres d'eau, puisqu'il faut 1 kilo pour 10 litres. Donc 20 litres dans cette poubelle en plastique. Arrangez-vous pour que votre filet d'ortie soit bien immergé. S'il manque un peu d'eau, ajoutez quelques litres d'eau par-dessus. Comptez minimum 10 jours de macération pour pouvoir obtenir ce purin d'ortie. Plus il fait chaud, plus ça ira vite. De préférence, on couvre notre macération avec un couvercle. Nous allons l'installer dans un endroit pas trop près de la maison, puisque le purin d'ortie dégage quelques odeurs. 20 jours plus tard, on va pouvoir récupérer notre purin d'ortie. Je voudrais juste revenir sur l'intérêt du filet, c'est qu'il va permettre de filtrer notre purin d'ortie très facilement. Ces orties, on pourrait les mettre, pourquoi pas, sur le tas de compost. J'ai avec moi du purin d'ortie qui a 20 jours et voici ce qu'on obtient. Une couleur assez colorée. On va mettre 1 litre de ce purin d'ortie de solution mère dans 10 litres d'eau. Ces 10 litres de purin d'ortie vont me servir à arroser mes plantes en arrosage, au pied des tomates par exemple, ou je peux aussi l'utiliser en pulvérisation comme insecticide sur des tomates, des salades, enfin les plantes qui sont investies et envahies par les pucerons. Recycler des matériaux pour leur donner une seconde vie ou détourner des matières de leur usage d'origine pour créer des ornements décoratifs sont les marques de fabrique de certains jardins, comme ici au Point du Jour. Un jardin qui depuis maintenant 3 ans sert de décor à l'émission Rustica Mag, un décor que l'on doit à l'imagination débordante de Françoise et Christian Bougnoux, les créateurs de ce jardin. En France, d'autres propriétaires de jardins ont une démarche identique, à l'image de Luc Bienvenu, dont le jardin, situé en Bretagne et joliment dénommé le jardin Rocambole, est émaillé de nombreuses réalisations originales et parfois même insolites. Claustras, tuteurs et pergolas insolites accueillent les plantes grimpantes des jardins Rocambole. Luc Bienvenu les fabrique à partir d'objets détournés.
J'ai récupéré dans une scierie ce qu'on appelle des allumes-feu. Je les ai un peu effilés et pointés. Ça m'amusait de recréer une structure comme ça un peu sauvage. Donc là, c'est un peu recouvert par la végétation maintenant. Il y a des vivaces et des annuelles grimpantes qui sont dessus. Et donc je visse ça avec une visseuse là. Comme c'est du châtaignier, en plus c'est un bois qui va tenir longtemps, surtout en l'air. Il va sécher puis il peut tenir des années. Voilà, la structure là, donc c'est un travail que je fais sur les ardoises. C'est des ardoises de récupération. J'ai fait un travail qui est assez long et que j'ai un peu découvert tout seul en tapant sur des ardoises anciennes comme ça sur un support bois avec un marteau à souder que j'ai là. Et en fait en perforant les ardoises on arrive à obtenir des choses quelquefois relativement fines en termes de dentelle que je trouve intéressant. Quelquefois on en casse 3 pour en faire une. Et puis aussi avec cette pince à ardoise que j'ai achetée, donc une pince de couvreur toute simple. Hein. Voilà, j'ai fait une sorte de claustra avec les ardoises, un petit travail très fin, donc ça prend bien la lumière, tout en laissant la structure de fil de fer qui tient tout ça assez visible. Moi ça me plaît bien que même la structure fil de fer se voit. Voilà, c'est dans un cadre rouge. À un autre endroit du jardin, c'est une sorte de palissade de claustra que j'ai faite entièrement, donc c'est un peu long mais c'est amusant. Comme j'avais récupéré l'année dernière une tronçonneuse à briques, un outil qu'utilisent les professionnels dans le bâtiment. Donc je me suis dit je vais faire un travail avec ces briques neuves, donc elles ont toutes sortes de dessins à l'intérieur, et donc en les coupant sur la tranche et pas dans le sens dans lequel on les coupe d'habitude pour ajuster les briques de bâtiment, je me suis aperçu que c'était donc un peu dur à couper, parce que selon l'épaisseur des briques c'est assez dur, mais on arrive à avoir des morceaux de briques qui font un peu comme des claustras. Je joue avec en les attachant donc sur des gros fers à béton que j'ai installés de façon un petit peu aléatoire sur des poteaux de châtaignier pour créer des formes. Donc c'était un peu l'idée de faire un jardin rouge. Les jardins Rocambole, situés au sud de Rennes, sont ouverts au public tout l'été. Les allées sont l'une des premières réalisations entreprises lors de l'aménagement d'un jardin. Revêtues de différents types de matériaux, elles permettent de circuler confortablement à pied sec et en toute sécurité. Seul inconvénient, le coût des matériaux et parfois même celui de leur mise en œuvre. Pourtant, pour habiller des allées à bon compte et de manière originale, il existe des solutions comme en témoignent les nombreux exemples déclinés au cœur du jardin de la Grenouillère dans les Yvelines. Pour circuler dans un jardin, vous allez réaliser des allées. Pour habiller ces allées, vous allez utiliser un revêtement végétal comme la pelouse ou un revêtement minéral comme les pavés autobloquants. Mais tout ça est très commun, très banal. Alors voici quelques idées utilisant différents matériaux mais surtout les associant entre eux. La première idée pour réaliser un passage s'inspire du traditionnel pas japonais. Le principe consiste à insérer des dalles dans votre pelouse tous les 65 cm, ce qui correspond à une foulée moyenne. Vous pourrez ainsi circuler à pied sec et par tous les temps dans votre jardin. Vous avez un sapin ou un pin dans votre jardin qui produit de grandes quantités d'aiguilles, eh bien ne les jetez plus, gardez-les, on va réaliser avec un paillis qui s'appelle la sapinette. Alors justement, vous allez utiliser cette sapinette pour recouvrir le sol de vos allées. Les aiguilles étant acides, les mauvaises herbes ne pousseront pas, et pour pouvoir circuler sur des surfaces stables et confortables, eh bien là aussi inspirez-vous du pas japonais en installant ici et là des dalles de schiste ou de granit comme ici. Dans l'esprit du pas japonais, voici une variante qui remplace les dalles par des caillebotis en bois et la pelouse par du gravier. Alors le gravier a la réputation d'être peu stable et peu confortable lorsqu'on marche dessus. Eh bien le simple fait d'installer des caillebotis va permettre de créer une circulation beaucoup plus aisée et surtout d'éviter la dispersion des gravillons. Et toujours dans l'esprit du mariage entre le bois et la pierre, voici une allée composée de traverses en chêne, noyées dans un lit de gravier, une solution rustique soulignée ici par les bordures informelles du massif. Et dans les sols très humides où le bois risque de pourrir, remplacez les poutres de chêne par des dalles en pierre naturelle ou en pierre reconstituée, comme ici, elles aussi noyées dans un lit de gravier. Et pour les adeptes des surfaces chaleureuses, voici une solution 100% bois, des lames en pin posées sur chevron à la manière d'un ponton. Un ponton qui, sous les pas, résonne et n'est pas sans évoquer le bord de mer, les vacances et le soleil. Des idées d'allées, de bordures, de pas japonais, de cabanes et plein d'autres aménagements de jardin
sont dans le Rustica de la semaine prochaine. En effet, le dossier de ce numéro est consacré à la décoration et au petit bricolage d'extérieur afin de vous donner des idées d'aménagement pour profiter dès cet été de votre jardin. Des conseils pratiques et des pas à pas vous permettront de réaliser vous-même tous ces aménagements et d'être fin prêt à recevoir familles et amis pour des garden parties réussies. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour inspecter vos plantes et ne laissez aucun ennemi entraver leur croissance. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Allez, viens, on y va, allez. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.